Certaines histoires semblent surgir des ténèbres elles-mêmes, portées par des murmures qui traversent les siècles comme des échos d'une tragédie oubliée. Dans les brumes épaisses de la vallée de Mortange, là où les saules pleureurs caressent les eaux noires de la rivière, se dresse un pont de pierre dont le nom seul fait frissonner les plus braves. Le pont maudit porte en lui les secrets d'une malédiction si ancienne que même les plus vieux habitants du village n'osent en parler qu'à voix basse. Mais ce soir, dans le silence de cette nuit d'automne où la lune peine à percer les nuages, nous allons lever le voile sur l'une des légendes les plus terrifiantes qui soient. L'histoire de Dame Isabelle de Montclair, celle que l'on surnomme aujourd'hui la Dame Blanche, dont l'âme tourmentée hante encore ces lieux maudits. Préparez-vous à découvrir pourquoi certains ponts ne devraient jamais être traversés après minuit, et pourquoi les habitants de Mortange préfèrent faire un détour de plusieurs kilomètres plutôt que d'emprunter ce passage au clair de lune. Car ce que vous allez entendre défie la raison, et certains mystères sont si profonds qu'ils nous suivent bien au-delà de cette histoire. L'année 1783 marqua le début d'une tragédie qui allait transformer à jamais la paisible vallée de Mortange. Le château de Montclair se dressait alors fièrement sur la colline, dominant de sa silhouette imposante les terres environnantes et le petit village niché dans la vallée. Dame Isabelle de Montclair, âgée de 23 ans, était considérée comme la plus belle femme de la région, avec ses longs cheveux dorés qui cascadaient sur ses épaules comme des rayons de soleil. Ses yeux bleus comme l'azur reflétaient une douceur infinie, et son sourire illuminait les salles sombres du château d'une lumière presque surnaturelle. Fille unique du comte Henri de Montclair, elle avait grandi dans l'opulence et l'amour, choyée par un père qui voyait en elle la continuation de sa lignée noble. Le château résonnait alors de rires cristallins et de musique, car Isabelle adorait recevoir les troubadours et les ménestrels qui venaient égayer les longues soirées d'hiver. Mais au-delà de sa beauté et de sa grâce, Isabelle possédait un cœur généreux qui la poussait à se préoccuper du sort des plus démunis du village. Elle descendait régulièrement au village pour apporter des vivres aux nécessiteux et des remèdes aux malades, accompagnée de sa fidèle servante Marguerite. Les villageois l'adoraient et la considéraient comme un ange gardien descendu du château pour veiller sur eux. Mais le destin, cruel et impitoyable, préparait déjà dans l'ombre les événements qui allaient bouleverser cette existence idyllique. C'est lors d'une foire d'automne que le destin d'Isabelle bascula à jamais. Parmi les marchands et les artisans venus de loin pour vendre leurs marchandises, Guillaume le Troubadour portait ce nom non pas par noblesse, mais parce qu'il excellait dans l'art de la musique et de la poésie. Ses cheveux noirs comme l'ébène encadraient un visage aux traits fins, et ses yeux verts semblaient receler tous les mystères de la forêt. Quand il chantait, sa voix envoûtante avait le pouvoir de faire taire tous les bruits alentour et d'attirer les cœurs les plus farouches. Isabelle, qui se promenait sur la place du marché, fut immédiatement captivée par cette voix qui semblait venir d'un autre monde. Elle s'approcha discrètement, cachée derrière sa capuche, pour mieux écouter les ballades que Guillaume chantait en s'accompagnant de son luth. Leurs regards se croisèrent à travers la foule, et ce fut comme si le temps s'arrêtait soudainement. Dans les yeux de Guillaume, Isabelle vit une profondeur et une sincérité qui contrastaient avec les courtisans superficiels qu'elle côtoyait habituellement. Dans ceux d'Isabelle, Guillaume découvrit une pureté et une bonté qui illuminaient son visage d'une lumière divine. Dès cet instant, ils surent que leur destin était lié pour l'éternité, même si la société et les conventions s'opposaient à leur union. Les semaines qui suivirent furent emplies d'une magie secrète et dangereuse. Isabelle trouvait 1000 prétextes pour descendre au village, espérant croiser Guillaume qui s'était installé temporairement dans une auberge locale. Leurs premières conversations furent prudentes et pleines de sous-entendus, car tous deux savaient que leur différence de classe sociale rendait leur amour impossible. Mais l'amour véritable ne connaît pas les barrières sociales, et bientôt, leurs cœurs parlèrent plus fort que la raison. Ils commencèrent à se retrouver en secret dans la vieille chapelle abandonnée qui se dressait près du pont, à mi-chemin entre le château et le village. Ces rendez-vous clandestins devinrent le centre de leur existence, les seuls moments où ils pouvaient être véritablement eux-mêmes. Guillaume composait pour Isabelle des poèmes d'amour d'une beauté saisissante, et elle lui racontait ses rêves et ses espoirs pour l'avenir. Ils parlaient de s'enfuir ensemble,
de partir vers des terres lointaines où personne ne connaîtrait leurs origines. L'amour qui les unissait était si pur et si intense qu'ils semblaient capables de surmonter tous les obstacles. Mais dans l'ombre, des yeux malveillants épiaient leurs faits et gestes, et la tragédie se rapprochait inexorablement. Le baron Roderick de Malfoy était un homme que la nature semblait avoir façonné dans la cruauté et l'ambition. Grand et maigre, avec des cheveux gris tirés en arrière et des yeux noirs comme des pluies sans fond, il possédait une prestance intimidante qui glaçait le sang. Seigneur des terres voisines, il convoitait depuis longtemps la main d'Isabelle, non par amour, mais par calcul politique. Une alliance avec la famille Montclair lui permettrait d'étendre considérablement ses possessions et son influence dans la région. Le comte Henri, vieillissant et préoccupé par l'avenir de sa fille, voyait dans cette union une protection pour Isabelle après sa mort. Roderick était riche, puissant et semblait offrir toutes les garanties d'un mariage avantageux selon les critères de l'époque. Mais Isabelle ressentait une répulsion instinctive envers cet homme dont le regard la mettait mal à l'aise. Chaque fois qu'il venait au château, elle avait l'impression qu'une ombre maléfique s'abattait sur sa demeure. Roderick parlait peu, mais quand il le faisait, ses paroles étaient calculées et froides comme l'acier d'une lame. Il avait cette façon particulière de la regarder qui la faisait frissonner, comme s'il la considérait déjà comme sa propriété. Si cette histoire de la Dame Blanche vous captive autant qu'elle nous fascine, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de passionnés de légendes mystérieuses en vous abonnant à notre chaîne et en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de nos terrifiantes révélations, car chaque nouvel abonné nous donne la force de continuer à explorer les mystères les plus sombres de notre patrimoine. Et n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour participer à nos jeux concours exclusifs où vous pourrez gagner des livres rares sur les légendes françaises. Un soir de novembre 1783, alors que les premières neiges commençaient à blanchir les toits du village, le comte Henri convoqua sa fille dans son bureau. L'entretien qui suivit allait sceller le destin tragique d'Isabelle et transformer l'amour le plus pur en une malédiction éternelle. Le père, les mains tremblantes et le regard voilé par l'émotion, annonça à sa fille bien-aimée qu'il avait donné son accord au baron de Malfoy pour leurs fiançailles officielles. Isabelle sentit le monde s'effondrer autour d'elle, comme si les murs du château s'écroulaient soudainement pour l'ensevelir sous leurs décombres. Elle tenta de plaider sa cause, de faire comprendre à son père que ce mariage la rendrait malheureuse. Mais Henri resta inflexible dans sa décision. Il expliqua qu'il agissait pour son bien, que Roderick était un parti honorable qui saurait la protéger et subvenir à ses besoins après sa mort. Les larmes d'Isabelle ne purent fléchir la détermination de son père, qui voyait dans cette alliance la meilleure façon d'assurer l'avenir de sa fille. La cérémonie de fiançailles fut fixée au 15 décembre, et le mariage devait avoir lieu au printemps suivant. Isabelle quitta le bureau de son père, l'âme en peine, sachant que sa vie venait de prendre un tournant irréversible. Cette nuit-là, elle pleura jusqu'à l'aube, serrant contre son cœur une lettre d'amour que Guillaume lui avait écrite quelques jours plus tôt. Le lendemain matin, Isabelle prit la décision désespérée de révéler toute la vérité à Guillaume. Le lendemain matin, Isabelle prit la décision désespérée de révéler toute la vérité à Guillaume. Elle lui envoya un message par l'intermédiaire de Marguerite, sa fidèle servante, lui demandant de la retrouver d'urgence dans leur refuge secret de la vieille chapelle. Quand Guillaume arriva, il trouva Isabelle effondrée sur les marches de l'autel, ses larmes scintillant comme des diamants dans la lumière tamisée qui filtrait à travers les vitraux brisés. Elle lui raconta tout, les fiançailles forcées, le mariage arrangé, la prison dorée qui l'attendait auprès du baron de Malfoy. Guillaume sentit une rage froide l'envahir, non pas contre Isabelle, mais contre cette société cruelle qui brisait les cœurs purs au nom des convenances. Il prit les mains tremblantes de sa bien-aimée dans les siennes et lui jura qu'il trouverait un moyen de déjouer ce destin funeste. Ensemble, ils échafaudèrent un plan d'évasion qui leur permettrait de fuir avant la cérémonie de fiançailles. Guillaume connaissait des marchands qui partaient vers les contrées lointaines où ils pourraient refaire leur vie sous de nouveaux noms. Ils décidèrent de se retrouver le 14 décembre au soir, la veille des fiançailles, sur le vieux pont de pierre qui enjambait la rivière. De là, ils s'enfuiraient vers l'inconnu et la liberté, préférant l'incertitude du voyage à la certitude du malheur. Mais le baron Roderick n'était pas un homme à laisser quoi que ce soit au hasard.
Ses espions et ses informateurs lui rapportaient régulièrement tout ce qui se passait dans la région, et les mystérieuses absences d'Isabelle n'avaient pas échappé à sa vigilance. Il avait fait discrètement surveiller la jeune femme et avait découvert ses rendez-vous secrets avec le troubadour. Cette révélation avait déclenché en lui une fureur terrible, non pas de jalousie amoureuse, mais de possession bafouée. Roderick considérait Isabelle comme sa propriété, depuis que les fiançailles avaient été annoncées, et l'idée qu'elle puisse lui échapper était intolérable. Il décida de tendre un piège mortel aux deux amoureux, utilisant leur amour même comme appât pour les perdre. Le baron fit courir le bruit dans le village qu'un troubadour vagabond avait déshonoré une noble dame et qu'il fallait le châtier pour l'exemple. Il soudoya quelques brigands locaux pour qu'ils se tiennent prêts à intervenir au moment opportun, leur promettant une récompense généreuse s'ils menaient à bien leur sombre mission. Roderick savait que les amoureux se retrouvaient près du pont, car ses espions avaient épié leur conversation dans la chapelle abandonnée. Il ne lui restait plus qu'à attendre le moment propice pour frapper sans merci. Le 14 décembre arriva avec un ciel d'un gris plombé qui sent. Isabelle fit semblant de se préparer pour la cérémonie du lendemain, mais son cœur battait au rythme de l'espoir et de la peur mêlée. Elle avait caché dans un petit sac quelques bijoux précieux qu'elle pourrait vendre pour subvenir à leurs besoins pendant leur fuite. Marguerite, la seule à connaître le secret, l'aida à préparer ses affaires en versant des larmes silencieuses. La servante savait qu'elle ne reverrait probablement jamais sa maîtresse bien-aimée, mais elle préférait la savoir heureuse, loin du château, plutôt que malheureuse entre ses murs. Quand vint l'heure du souper, Isabelle prétexta une migraine terrible pour ne pas descendre dans la grande salle. Elle embrassa une dernière fois le portrait de sa mère défunte, qui trônait dans sa chambre, et lui demanda pardon de l'abandonner pour suivre son cœur. Puis, quand le château fut endormi, elle se glissa comme une ombre le long des corridors obscurs et sortit par une porte dérobée que seule elle connaissait. La nuit était froide et sans lune, et seules les étoiles éclairaient son chemin vers le pont où l'attendait son bien-aimé. Guillaume était arrivé le premier au rendez-vous fatidique, portant sur son dos un sac contenant toutes ses possessions terrestres. Son luth, son bien le plus précieux, était attaché à sa ceinture, car il comptait sur son art pour gagner leur vie pendant leur exil. Il attendait sur le pont de pierre, scrutant l'obscurité avec l'impatience de l'amour, guettant la silhouette gracieuse de sa bien-aimée. Le pont était ancien, construit par les Romains plusieurs siècles auparavant, et ses pierres usées par le temps portaient les cicatrices de 1000 hivers. Sous l'arche, la rivière coulait avec un murmure hypnotique, ses eaux noires reflétant faiblement la lueur des étoiles. Quand Guillaume aperçut enfin Isabelle qui approchait, enveloppée dans sa cape blanche, son cœur bondit de joie. Elle courait presque, portée par l'urgence de la fuite et l'excitation de retrouver celui qu'elle aimait plus que sa propre vie. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre au milieu du pont, s'embrassant avec toute la passion de deux âmes qui croyaient avoir triomphé du destin. Mais leur bonheur fut de courte durée, car des bruits de pas résonnèrent soudain dans la nuit. Des torches apparurent aux deux extrémités du pont, et ils réalisèrent avec horreur qu'ils étaient pris au piège. Le baron Roderick s'avança lentement sur le pont, flanqué de 6 hommes armés, dont les visages disparaissaient dans l'ombre de leurs capuches. Sa voix claqua dans la nuit comme un fouet cruel, froide et implacable comme la justice divine. Il accusa Guillaume d'avoir séduit une noble dame et d'avoir porté atteinte à l'honneur de sa future épouse. Isabelle tenta de s'interposer, expliquant que leur amour était pur et sincère, qu'il ne faisait de mal à personne en s'aimant. Mais Roderick ne voulait rien entendre. Sa décision était prise depuis longtemps, et cette confrontation n'était qu'une mascarade judiciaire.
Il ordonna à ses hommes de s'emparer du troubadour pour le conduire au cachot où il attendrait son procès. Guillaume savait qu'un tel procès ne serait qu'une parodie de justice et que Roderick avait déjà décidé de sa condamnation à mort. Il repoussa les premiers assaillants avec l'énergie du désespoir, mais ils étaient trop nombreux et mieux armés que lui. Dans la bagarre qui s'ensuivit, Isabelle fut projetée contre le parapet du pont et poussa un cri de douleur qui déchira la nuit. Ce cri détourna l'attention de Guillaume, qui se précipita vers elle sans voir arriver le coup fatal. L'épée de Roderick transperqua le cœur de Guillaume avec une précision chirurgicale, mettant fin instantanément à ses jours. Le jeune homme s'effondra aux pieds d'Isabelle, son regard d'émeraude se voilant à jamais, tandis qu'un filet de sang s'échappait de ses lèvres. Isabelle poussa un hurlement de douleur si déchirant qu'il sembla réveiller tous les échos de la vallée. Elle se jeta à genoux auprès de Guillaume, pressant ses mains contre la blessure béante dans un geste dérisoire pour tenter de retenir la vie qui s'échappait. Mais il était trop tard, et Guillaume rendit son dernier souffle en murmurant le nom de sa bien-aimée comme une dernière prière. Roderick contemplait la scène avec une satisfaction morbide, considérant que justice avait été rendue et que son honneur était sauf. Il ordonna à Isabelle de le suivre au château, lui rappelant que les fiançailles auraient lieu le lendemain comme prévu. Mais quelque chose d'irréparable venait de se briser dans l'âme d'Isabelle, et la jeune femme douce et soumise avait disparu à jamais avec la mort de Guillaume. Elle se releva lentement, ses vêtements tachés du sang de son bien-aimé, et regarda Roderick avec une haine pure, qui fit reculer même les plus endurcis de ses hommes. Puis, sans un mot, elle fit quelque chose que personne n'avait prévu. D'un geste fluide et résolu, Isabelle enjamba le parapet du pont et se jeta dans les eaux noires de la rivière. Son corps disparut aussitôt dans les flots tumultueux, emporté par le courant vers les profondeurs mystérieuses. Roderick et ses hommes restèrent pétrifiés sur le pont, n'ayant pas eu le temps de réagir face à ce geste désespéré. Ils fouillèrent les berges pendant des heures, mais ne retrouvèrent. La nouvelle de ce double suicide se répandit rapidement dans toute la région, suscitant émoi et compassion. Le comte Henri, rongé par le remords d'avoir forcé sa fille à un mariage qu'elle refusait, mourut quelques mois plus tard de chagrin et de culpabilité. Le château de Montclair fut abandonné et tomba progressivement en ruine, comme si la malédiction qui pesait sur cette famille avait contaminé les pierres elles-mêmes. Quant au pont, il devint rapidement un lieu maudit que les habitants évitaient soigneusement, surtout après le coucher du soleil. Car dès les premières nuits qui suivirent la tragédie, d'étranges phénomènes commencèrent à se manifester sur le pont de pierre. Des témoins affirment avoir vu une silhouette blanche apparaître au milieu du pont, dans la lueur fantomatique de la lune. Cette apparition semblait chercher quelque chose ou quelqu'un, se déplaçant d'un bout à l'autre du pont avec des gestes empreints de désespoir. Parfois on entendait des pleurs déchirants qui résonnaient dans la vallée, portés par le vent nocturne comme un chant funèbre. D'autres fois c'était une mélodie triste qui s'élevait dans l'air, rappelant les ballades que Guillaume chantait du temps de leur amour. Les plus courageux qui osaient s'approcher du pont la nuit juraient avoir aperçu 2 silhouettes enlacées, dansant une valse éternelle au-dessus des eaux noires. Mais quand ils tentaient de se rapprocher, les apparitions disparaissaient comme de la brume matinale, ne laissant qu'une sensation de froid glacial. Le pont prit alors le nom de Pont Maudit, et une légende naquit autour de la Dame Blanche qui ne trouvait pas le repos. Les habitants du village commencèrent à raconter que l'âme d'Isabelle était condamnée à errer sur ce pont jusqu'à ce qu'elle retrouve son bien-aimé. Et que malheur à celui qui oserait troubler sa quête éternelle ou manquer de respect à sa mémoire. Au fil des décennies, les témoignages se multiplièrent et la légende prit de l'ampleur. Les voyageurs de passage rapportaient avoir vu une dame en blanc sur le pont, particulièrement les nuits de pleine lune. Certains prétendaient qu'elle leur avait parlé, leur demandant s'ils avaient vu un jeune homme aux cheveux noirs qui jouait du luth. D'autres affirmaient qu'elle les avait suppliés de lui dire où se trouvait son bien-aimé Guillaume, ses yeux bleus remplis d'une tristesse infinie.
Mais les témoignages les plus troublants venaient de ceux qui avaient tenté de traverser le pont après minuit. Ils racontaient qu'une présence invisible les avait empêchés d'avancer, comme si des mains glacées les retenaient. Certains avaient senti un souffle froid sur leur nuque, accompagné de chuchotements inaudibles dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. D'autres avaient vu leurs torches s'éteindre mystérieusement, les plongeant dans une obscurité totale, avant qu'une lueur blanchâtre n'y... Les chevaux refusaient de traverser le pont la nuit, se cabrant et hennissant de terreur à son approche, comme s'ils percevaient quelque chose d'invisible aux yeux humains. Même les chiens du village évitaient soigneusement cette zone après le coucher du soleil, gémissant et montrant les crocs face à un danger surnaturel. L'année 1827 marqua l'un des épisodes les plus dramatiques de la légende. Un jeune couple de nouveaux mariés, Pierre et Marie Dubois, traversait la région pour rejoindre leur nouvelle demeure. Arrivés au pont, à la tombée de la nuit, ils décidèrent, malgré les avertissements des villageois, de poursuivre leur route. Pierre, homme pragmatique et peu superstitieux, se moquait ouvertement de ces histoires de fantômes qu'il considérait comme des superstitions de paysans ignorants. Sa jeune épouse, plus sensible aux atmosphères mystérieuses, ressentait une angoisse croissante à mesure qu'ils approchaient du pont maudit. Quand leur attelage atteignit le milieu du pont, les chevaux s'arrêtèrent brusquement, refusant d'avancer malgré les coups de fouet. Une brume épaisse sembla surgir de nulle part, enveloppant le pont d'un voile spectral qui réduisait la visibilité à quelques mètres. Dans cette brume apparut lentement une silhouette féminine d'une beauté surnaturelle, vêtue d'une robe blanche qui flottait sans qu'aucun vent ne soit perceptible. La dame blanche s'approcha de leur voiture avec une démarche glissante, ses pieds ne semblant pas toucher le sol. Ses cheveux dorés ondulaient autour de son visage d'une pâleur marmoréenne, et ses yeux bleus brillaient d'une lueur inquiétante dans l'obscurité. Marie Dubois poussa un cri de terreur en apercevant l'apparition, mais Pierre tenta de garder son sang-froid malgré la peur qui lui serrait la gorge. La dame blanche s'arrêta devant leur attelage et leva vers eux un visage empreint d'une tristesse infinie. Quand elle parla, sa voix sembla venir de très loin, comme un écho venu d'outre-tombe qui résonnait étrangement dans la nuit. Elle leur demanda s'ils avaient croisé sur leur route un troubadour aux cheveux noirs qui se dirigeait vers le pont. Pierre, malgré sa peur, répondit qu'il n'avait rencontré personne correspondant à cette description. Le visage de la dame se contracta alors de douleur, et elle poussa un gémissement si déchirant que Marie s'évanouit dans les bras de son époux. L'apparition tendit ses bras vers eux dans un geste suppliant, comme si elle voulait les retenir ou leur demander quelque chose d'important. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la dame blanche se dissolva dans la brume, laissant le couple seul. L'histoire des époux Dubois fit le tour de la région et accrédita définitivement la légende de la dame blanche. Désormais, plus personne n'osait emprunter le pont après la tombée du jour, et un détour de plusieurs kilomètres devint la norme pour éviter le lieu maudit. Les autorités locales tentèrent à plusieurs reprises de démystifier ces apparitions, envoyant des gardes surveiller le pont pendant plusieurs nuits consécutives. Mais même les plus sceptiques d'entre eux revinrent bouleversés de leur faction, rapportant des phénomènes inexpliqués qui ébranlaient leur certitude. Certains avaient vu des lumières dansantes au-dessus de la rivière. D'autres avaient entendu des conversations entre des voix invisibles. Un garde particulièrement brave avait même tenté d'approcher l'apparition, mais une force invision l'avait repoussé violemment, le projetant à plusieurs mètres. Les tentatives d'explication rationnelle échouèrent les unes après les autres, face à l'accumulation de témoignages concordants. Même l'Église locale, pourtant prompte à dénoncer les superstitions, finit par reconnaître que quelque chose d'inexplicable se passait effectivement sur ce pont. Le curé du village organisa plusieurs messes pour le repos de l'âme d'Isabelle, espérant apaiser son esprit tourmenté. Mais les apparitions continuèrent,
comme si la Dame Blanche était condamnée à une quête éternelle qui ne pouvait connaître de fin. Avec le temps, la légende évolua et s'enrichit de nouveaux détails transmis de génération en génération. On raconta que la Dame Blanche n'apparaissait pas seulement aux voyageurs nocturnes, mais aussi aux âmes en peine, qui avaient besoin de réconfort. Plusieurs témoignages évoquaient des rencontres bienveillantes avec l'esprit d'Isabelle, qui avait consolé des personnes en détresse. Une jeune fille abandonnée par son fiancé affirmait avoir été réconfortée par une dame en blanc qui lui avait prédit qu'elle trouverait le vrai amour. Un marchand ruiné par de mauvaises affaires prétendait qu'une apparition lumineuse lui avait indiqué où trouver une bourse d'or perdue. Ces récits contribuèrent à nuancer l'image de la Dame Blanche, qui passa du statut de spectre terrifiant à celui d'esprit protecteur des amoureux malheureux. Beaucoup commencèrent à voir en elle une sainte patronne des cœurs brisés, une âme charitable qui continuait d'aider les vivants malgré sa propre souffrance. Les jeunes filles du village prirent l'habitude de déposer des bouquets de fleurs sur le pont, espérant obtenir les faveurs de la dame pour leurs amours. Certaines prétendaient même avoir reçu des conseils amoureux en rêve après avoir fait cette offrande. Progressivement, le pont maudit devint un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui souffraient de peine de cœur. Mais la Dame Blanche gardait aussi son aspect le plus sombre, car elle ne supportait pas qu'on profane la mémoire de son amour perdu. Plusieurs individus mal intentionnés qui avaient tenté de ridiculiser la légende ou de vandaliser le pont connurent des fins tragiques. Un marchand de passage qui s'était moqué publiquement de ces histoires de bonnes femmes fut retrouvé noyé dans la rivière le lendemain matin. Des jeunes gens qui avaient organisé une beuverie sur le pont par défi furent poursuivis par une silhouette blanche jusqu'au village. L'un d'eux devint fou et passa le reste de sa vie à répéter qu'une dame fantôme le suivait partout. Un antiquaire qui avait voulu récupérer des pierres du pont pour les revendre disparut mystérieusement, et on ne retrouva jamais trace de son corps. Ces incidents renforcèrent la conviction que la Dame Blanche protégeait jalousement son domaine et qu'il ne fallait jamais manquer de respect à sa mémoire. Les habitants apprirent à vivre avec cette présence surnaturelle, la respectant et l'honorant pour éviter sa colère. Le pont devint ainsi un lieu où coexistaient la terreur et la vénération, la crainte et l'espoir. Les générations se succédaient, mais la légende demeurait, transmise fidèlement de parents à enfants comme un héritage sacré. À la fin du XIXe siècle, l'industrialisation et le progrès technique arrivèrent dans la vallée de Mortange. De nouveaux ponts plus modernes furent construits, et l'ancien pont de pierre perdit de son importance stratégique pour les déplacements. Beaucoup pensèrent que la légende s'éteindrait avec l'abandon progressif du lieu, mais il n'en fut rien. Au contraire, l'isolement croissant du pont sembla renforcer son caractère mystérieux et inquiétant. La nature reprit ses droits, et la végétation envahit partiellement la structure, lui donnant un aspect encore plus romantique et gothique. Les photographes et les artistes commencèrent à s'intéresser au site, attirés par son atmosphère unique et chargée d'histoire. Plusieurs peintres célèbres immortalisèrent le pont dans leurs toiles, contribuant à diffuser la légende au-delà des frontières régionales. Des écrivains vinrent puiser l'inspiration dans cette histoire d'amour tragique, publiant des romans et des nouvelles inspirées de la Dame Blanche. Cette popularité artistique attira de nouveaux curieux, mais aussi de nouveaux témoins d'apparitions surnaturelles. Les témoignages se modernisèrent, mais l'essence de la légende restait immuable. Le XXe siècle apporta son lot de changements, mais la Dame Blanche résista à tous les bouleversements de l'époque. Pendant la Première Guerre mondiale, des soldats en permission rapportèrent avoir vu une dame en blanc consoler les âmes des morts sur le champ de bataille voisin. Durant l'occupation allemande, des résistants affirmèrent que, après la guerre, le développement touristique de la région attira des visiteurs venus spécialement pour découvrir le pont maudit. Des guides locaux organisèrent des visites nocturnes, promettant aux plus courageux une rencontre avec le fantôme le plus célèbre de la région.
Beaucoup repartirent déçus de n'avoir rien vu, mais d'autres jurèrent avoir aperçu la silhouette légendaire dans la brume du soir. Les témoignages continuèrent à s'accumuler, photographes et journalistes tentant de capturer des preuves de l'existence du phénomène. Plusieurs clichés troublants furent pris, montrant des formes blanchâtres inexpliquées, mais aucun ne put jamais être considéré comme une preuve irréfutable. La science moderne tenta d'expliquer les apparitions par des phénomènes météorologiques ou des illusions d'optique, mais les témoins restaient convaincus de ce qu'ils avaient vu. Au début du XXIe siècle, l'ère numérique apporta de nouveaux outils pour documenter les phénomènes paranormaux. Des chasseurs de fantômes, équipés de matériel électronique sophistiqué, vinrent enquêter sur le pont maudit. Leurs détecteurs de champs électromagnétiques enregistrèrent des anomalies inexpliquées, précisément aux endroits où les apparitions étaient le plus fréquemment signalées. Des enregistrements audio captèrent des voix féminines, murmurant des prénoms dans le vent nocturne. Les caméras infrarouges révélèrent des variations de température brutales et localisées sans cause apparente. Ces données scientifiques, bien qu'interprétables de multiples façons, donnèrent une crédibilité nouvelle aux témoignages séculaires. Les réseaux sociaux permirent une diffusion planétaire de la légende, attirant des curieux du monde entier. Le pont maudit devint une destination prisée des amateurs de paranormal et des passionnés d'histoires de fantômes. Des documentaires télévisés lui furent consacrés, multipliant les reconstitutions et les témoignages. Mais malgré cette médiatisation, la Dame Blanche conserva tout son mystère et continua d'apparaître selon ses propres règles. Les témoignages contemporains révèlent que la Dame Blanche a évolué avec son temps tout en gardant son essence tragique. Certains automobilistes affirment l'avoir vue sur le bord de la route, près du pont, leur faisant signe de s'arrêter. D'autres prétendent qu'elle est apparue dans leur rétroviseur pendant qu'ils traversaient le pont en voiture. Des cyclistes et des joggeurs matinaux rapportent des rencontres troublantes avec une silhouette blanche qui les accompagne silencieusement. Les témoignages les plus récents évoquent même des apparitions virtuelles, des internautes affirmant avoir vu son visage dans des photos prises au pont. Cette adaptation aux nouvelles techniques, sceptiques et croyants continuent de débattre, mais personne ne peut nier l'impact émotionnel et culturel de cette histoire sur la région. Le pont maudit est devenu un symbole de l'amour éternel et de la fidélité au-delà de la mort. Chaque année, des couples d'amoureux viennent y célébrer leurs fiançailles, espérant obtenir la bénédiction de la Dame Blanche. L'analyse psychologique de la légende révèle qu'elle répond à des besoins humains profonds. L'histoire d'Isabelle et Guillaume incarne l'archétype de l'amour impossible, thème universel qui résonne dans toutes les cultures. La figure de la Dame Blanche représente l'amour fidèle qui survit à la mort, offrant espoir et réconfort au cœur brisé. Sa quête éternelle pour retrouver Guillaume symbolise la persistance de l'amour véritable face à toutes les adversités. Cette dimension universelle explique pourquoi la légende continue de fasciner les nouvelles générations, malgré les changements sociétaux. Les psychiatres notent que beaucoup de personnes en deuil amoureux trouvent du réconfort dans cette histoire qui valide leur propre souffrance. La Dame Blanche devient ainsi une figure maternelle pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Son apparence bienveillante contraste avec l'image traditionnelle des fantômes vengeurs, offrant une vision apaisante de l'au-delà. Cette évolution de la légende reflète les transformations de la société et ses nouveaux besoins spirituels. Dans un monde de plus en plus matérialiste, la Dame Blanche rappelle que certaines valeurs transcendent la mort elle-même. Son histoire nous enseigne que l'amour véritable ne connaît pas de frontières, ni temporelles, ni spirituelles. Elle nous invite à croire qu'au-delà des apparences, des forces mystérieuses continuent d'œuvrer dans notre monde. Les recherches historiques modernes ont permis de reconstituer avec précision les événements qui donnèrent naissance à la légende. Les archives départementales conservent des documents authentiques sur la famille Montclair et les événements de 1783. Le registre paroissial mentionne effectivement la disparition mystérieuse d'Isabelle de Montclair la nuit du 14 décembre.
Les témoignages de l'époque confirment la présence d'un troubadour itinérant dans la région à cette période. Le baron Roderick de Malfoy figure également dans les chroniques locales comme un personnage influent mais controversé. Ces preuves historiques donnent une crédibilité supplémentaire à la légende et expliquent sa persistance. Les historiens s'accordent pour dire que les événements tragiques ont réellement eu lieu, même si les apparitions surnaturelles restent sujettes à interprétation. Cette base historique solide distingue la Dame Blanche des légendes purement fictives et renforce son impact émotionnel. Les descendants des familles locales conservent encore des récits transmis oralement qui corroborent les faits principaux. Cette transmission familiale assure la pérennité de la mémoire collective autour de cette tragédie. Le pont lui-même est devenu un monument historique protégé, reconnu pour sa valeur architecturale et légendaire. Sa structure millénaire témoigne du savoir-faire des bâtisseurs antiques et de la solidité de leur œuvre. Les pierres usées par le temps portent les traces de millions de passages et gardent la mémoire de tous ceux qui l'ont emprunté. Des archéologues ont découvert dans les fondations des objets datant de différentes époques, témoignant de l'importance stratégique du lieu. Le pont a survécu aux guerres, aux inondations et aux tempêtes, comme s'il était protégé par une force surnaturelle. Cette résistance exceptionnelle au temps alimente les théories sur les pouvoirs magiques du lieu. Les géologues ont noté que le pont est construit sur une faille tellurique qui pourrait expliquer les phénomènes électromagnétiques observés. Cette particularité géologique offre une explication rationnelle aux manifestations paranormales sans pour autant les réfuter. L'interaction entre les forces naturelles et les émotions humaines pourrait créer des conditions propices aux apparitions. Cette hypothèse réconcilie science et légende sans diminuer la portée symbolique de l'histoire. Les témoignages contemporains continuent d'affluer, prouvant que la Dame Blanche n'appartient pas qu'au passé. Sarah Martinez, photographe professionnelle, affirme avoir capturé son image lors d'une session nocturne en 2022. Sa photo montre une silhouette translucide d'une beauté saisissante se reflétant dans les eaux de la rivière. L'expertise technique a confirmé l'authenticité du cliché, éliminant les hypothèses de trucage ou de manipulation. Marc Dubois, descendant du couple qui rencontra la dame en 1827, témoigne d'une apparition récente. Il traversait le pont en soirée quand une présence bienveillante l'a accompagné jusqu'à l'autre rive. Cette rencontre l'a profondément marqué et l'a réconcilié avec l'héritage familial qu'il avait longtemps nié. Emma Laurent, guide touristique local, raconte que la Dame Blanche se manifeste particulièrement lors des visites de couples en lune de miel. Ces apparitions semblent bénir les unions naissantes et protéger l'amour sincère. Les témoins décrivent tous la même sensation de paix et de bienveillance en présence de l'esprit d'Isabelle. Les scientifiques continuent d'étudier les phénomènes inexpliqués qui se produisent sur le pont maudit. Le professeur Michel Bernard, physicien spécialisé dans l'étude des anomalies électromagnétiques, a installé des capteurs permanents. Ces mesures révèlent des variations significatives du champ magnétique terrestre à proximité du pont. Ces anomalies coïncident systématiquement avec les témoignages d'apparitions, créant une corrélation troublante. Le docteur Amélie Rousseau, psychologue clinicienne, étudie l'impact de la légende sur les visiteurs. Ses recherches montrent que 80% des témoins présentent des modifications mesurables de leur activité cérébrale après leur visite. Ces changements affectent particulièrement les zones liées à l'émotion et à la perception spirituelle. La neurologue Sophie Martin a observé des cas de synchronisation des ondes cérébrales chez les couples visitant le pont ensemble. Ce phénomène pourrait expliquer pourquoi certaines personnes sont plus réceptives aux manifestations paranormales. L'accumulation de ces données scientifiques ouvre de nouvelles perspectives sur la nature des phénomènes observés. La dimension thérapeutique de la légende attire désormais l'attention des professionnels de la santé mentale. Le docteur Pierre Moreau, psychiatre spécialisé dans le traitement du deuil, organise des visites supervisées au pont. Ces patients, en deuil d'un être cher, trouvent un réconfort particulier dans la contemplation du lieu. La symbolique de la mouvère éternelle
incarnée par la Dame Blanche, aident à accepter la perte et à transformer la douleur. Ces thérapies alternatives obtiennent des résultats remarquables dans le traitement de certaines dépressions liées au deuil. La psychothérapeute Marie Dupont utilise l'histoire d'Isabelle comme support narratif pour aider ses patients. Le parcours tragique, puis transcendant de la Dame Blanche, offre un modèle de résilience face à l'adversité. Les patients s'identifient à sa souffrance et puisent dans sa transformation spirituelle la force de surmonter leurs épreuves. Cette approche innovante démontre le pouvoir guérisseur des légendes authentiques sur la psyché humaine. L'histoire d'Isabelle devient ainsi un outil thérapeutique reconnu par la communauté médicale. Les artistes contemporains continuent de s'inspirer de la légende pour créer des œuvres originales. Le compositeur Jean-Michel Rossi a écrit un opéra intitulé « La Dame Blanche » de Mortange, créé en 2023. Cette œuvre lyrique magistrale retrace l'histoire d'Isabelle et Guillaume avec une émotion saisissante. La soprano Elena Petrov incarne la Dame Blanche avec une intensité qui bouleverse les spectateurs. Le ténor Alessandro Bianchi donne vie à Guillaume avec une sensibilité qui fait revivre l'amour tragique. Les critiques ont salué cette création comme l'une des plus belles œuvres lyriques de la décennie. Le peintre François Le Breton a consacré une série de toiles à l'évocation du pont maudit. Ces œuvres impressionnistes captent l'atmosphère mystérieuse du lieu avec une poésie saisissante. L'impact économique de la légende sur la région est devenu considérable au fil des décennies. Le tourisme paranormal génère plusieurs millions d'euros de revenus annuels pour les communes environnantes. Les hôtels, restaurants et commerces locaux bénéficient directement de l'afflux de visiteurs attirés par la légende. Des circuits touristiques spécialisés proposent des parcours thématiques autour de la Dame Blanche. Ces visites guidées mêlent histoire, légende et découverte du patrimoine local, avec un succès grandissant. Les produits dérivés inspirés de la légende se vendent dans toute la région et même au-delà. Cartes postales, livres, objets souvenirs à l'effigie de la Dame Blanche séduisent les collectionneurs. Les festivals annuels, organisés autour de la légende, attirent des dizaines de milliers de visiteurs. Ces événements culturels mélangent spectacles, conférences et animations pour tous les âges. L'économie locale s'est ainsi adaptée et développée autour de ce patrimoine légendaire unique. Les nouvelles technologies offrent des moyens inédits d'explorer et de documenter la légende. Des applications smartphones permettent aux visiteurs de découvrir l'histoire en réalité augmentée. Ces outils interactifs superposent des éléments virtuels au paysage réel pour une expérience immersive. Les reconstitutions en 3 dimensions donnent vie aux personnages historiques avec un réalisme saisissant. Des casques de réalité virtuelle proposent une plongée totale dans l'univers de la Dame Blanche. Ces expériences sensorielles permettent de revivre les événements tragiques comme si on y était. Les drones, équipés de caméras haute définition, capturent des images aériennes spectaculaires du pont. Ces prises de vue révèlent des détails architecturaux invisibles depuis le sol et enrichissent la documentation. L'intelligence artificielle analyse les milliers de témoignages pour identifier des patterns récurrents. Ces analyses statistiques révèlent des correspondances troublantes entre les récits de différentes époques. La recherche universitaire s'intéresse de plus en plus au phénomène de la Dame Blanche. Plusieurs thèses de doctorat ont été consacrées à l'étude sociologique et anthropologique de la légende. Ces travaux académiques analysent l'évolution de la tradition orale et sa transmission à travers les siècles. Les linguistes étudient les variations du récit selon les régions et les époques. Ces recherches révèlent comment la légende s'adapte aux préoccupations contemporaines tout en gardant son essence. Les folkloristes comparent l'histoire d'Isabelle avec d'autres légendes similaires à travers le monde. Ces études comparatives mettent en évidence les archétypes universels présents dans la tradition populaire.
Les historiens continuent d'enrichir la documentation sur les événements réels qui inspirèrent la légende. Cette approche pluridisciplinaire offre une compréhension globale du phénomène légendaire. Les témoignages les plus récents révèlent une évolution dans les manifestations de la Dame Blanche. Plusieurs personnes rapportent des apparitions diurnes, phénomène rarissime dans l'histoire de la légende. Ces manifestations en plein jour suggèrent une intensification de l'activité spirituelle sur le site. Des médiums professionnels affirment percevoir une présence de plus en plus forte et bienveillante. Ils décrivent Isabelle comme une âme en paix qui a trouvé sa mission dans l'aide aux vivants. Cette transformation de spectres torturés en guides spirituels marque une étape importante de la légende. Les sensitifs parlent d'une énergie particulièrement pure qui émane du pont certains jours. Cette énergie aurait des propriétés curatives pour les personnes souffrant de peine de cœur. Des guérisons émotionnelles spontanées ont été rapportées par plusieurs visiteurs. Ces témoignages suggèrent que la Dame Blanche a transcendé sa propre tragédie pour devenir une force positive. L'influence de la légende s'étend désormais bien au-delà des frontières régionales. Des documentaires internationaux ont fait connaître l'histoire d'Isabelle dans le monde entier. La Dame Blanche de Mortange figure désormais parmi les fantômes les plus célèbres d'Europe. Des touristes viennent spécialement du Japon, des États-Unis et d'Australie pour visiter le pont maudit. Cette renommée internationale place la région sur la carte mondiale du tourisme paranormal. Les médias étrangers consacrent régulièrement des reportages à ce phénomène français unique. La légende a été traduite dans plus de 20 langues, touchant un public cosmopolite. Des adaptations cinématographiques sont en préparation dans plusieurs pays. Cette diffusion planétaire assure la pérennité de la légende pour les générations futures. L'histoire d'Isabelle devient ainsi un patrimoine de l'humanité, transcendant les frontières culturelles. Les spécialistes du paranormal considèrent le pont de Mortange comme l'un des sites les plus actifs d'Europe. Les investigations menées par des équipes internationales confirment la singularité du lieu. Des phénomènes similaires se produisent sur d'autres ponts anciens, mais rarement avec cette intensité. La combinaison unique d'histoires tragiques, de géologie particulière et de ferveur populaire crée des conditions exceptionnelles. Les parapsychologues y voient un cas d'école pour l'étude des manifestations post-mortem. L'authenticité des témoignages et leur cohérence à travers les siècles en font une référence scientifique. Des protocoles d'études rigoureux ont été établis pour documenter les futures observations. Ces méthodes scientifiques permettront peut-être un jour d'élucider le mystère de la Dame Blanche. En attendant, les implications sociologiques de la légende méritent également une attention particulière. Elles révèlent les aspirations profondes d'une société en quête de sens et de transcendance. Dans un monde matérialiste, elle rappelle l'importance des valeurs spirituelles. Sa popularité croissante témoigne d'un besoin de merveilleux et de mystère. Les générations actuelles, nourries de technologie, redécouvrent les légendes ancestrales. Cette soif de surnaturel compense la rationalisation excessive du monde moderne. La Dame Blanche offre une alternative poétique à la vision purement scientifique de l'existence. Elle maintient vivante la tradition orale dans une époque de communication digitale. Son succès démontre la résistance de l'imaginaire populaire face à l'uniformisation culturelle. Elle constitue un rempart contre la disparition des particularismes régionaux. La dimension écologique du site contribue également à son atmosphère particulière. La biodiversité exceptionnelle de la vallée de Mortange crée un écosystème unique. Les saules pleureurs centenaires qui bordent la rivière semblent garder les secrets du passé. Leur feuillage murmurant évoque les soupirs de la Dame Blanche dans la brise nocturne. Les brumes matinales qui s'élèvent de la rivière créent des effets optiques saisissants. Ces phénomènes naturels nourrissent l'imagination et favorisent les hallucinations visuelles. La faune nocturne du lieu ajoute une dimension sonore mystérieuse aux visites. Le ululement des chouettes
et le bruissement des petits mammifères crée une ambiance inquiétante. Cette symphonie naturelle forme l'écrin parfait pour les manifestations surnaturelles. L'harmonie entre nature et légende renforce l'authenticité de l'expérience. Les témoignages d'enfants offrent un éclairage particulièrement intéressant sur le phénomène. Leur innocence et leur sensibilité naturelle au surnaturel en font des témoins privilégiés. Plusieurs bambins ont décrit avec précision l'apparence de la Dame Blanche sans connaître la légende. Leurs récits concordent étonnamment avec les témoignages adultes les plus anciens. Cette cohérence troublante suggère une réalité objective des apparitions. Les dessins d'enfants représentant leur vision révèlent des détails non mentionnés dans les récits officiels. Ces éléments inédits enrichissent notre connaissance de l'apparence spectrale d'Isabelle. La spontanéité de ces témoignages enfantins leur confère une crédibilité particulière. Ils échappent aux influences culturelles et aux préjugés qui peuvent biaiser les récits adultes. Cette pureté testimoniale constitue un argument de poids en faveur de l'authenticité du phénomène. L'héritage culturel de la Dame Blanche s'enrichit. Des musiciens composent des ballades inspirées de l'histoire d'Isabelle et Guillaume. Ces œuvres musicales font revivre l'émotion du drame originel avec une intensité moderne. Des conteurs professionnels adaptent le récit pour les nouvelles générations. Leurs performances orales maintiennent vivante l'art ancestral de la transmission orale. Des écrivains publient régulièrement de nouveaux romans inspirés de la légende. Ces adaptations littéraires explorent différentes facettes du mythe originel. Cette créativité permanente assure le renouvellement constant de l'héritage légendaire. Et ainsi, à travers les siècles et les époques, l'histoire de la Dame Blanche du Pont Maudit continue de résonner dans les cœurs et les esprits de ceux qui croient encore au pouvoir éternel de l'amour véritable. Car, au-delà des explications rationnelles et des analyses scientifiques, demeure cette vérité simple et bouleversante que certains sentiments sont si purs qu'ils transcendent la mort elle-même. Isabelle de Montclair, devenue la Dame Blanche, nous enseigne que l'amour authentique ne connaît pas de fin, qu'il peut traverser les siècles et toucher encore les âmes sensibles de notre époque moderne. Son pont maudit est devenu un sanctuaire où se mêlent mystère et espoir, terreur sacrée et consolation divine. Chaque nuit, quand la lune illumine les eaux noires de la rivière, elle continue sa quête éternelle, cherchant celui qu'elle aime par-delà la mort. Et peut-être que dans cette quête sans fin, dans cette fidélité inébranlable, nous trouvons tous un peu de nous-mêmes et de nos propres espoirs les plus profonds. Car qui n'a jamais rêvé d'un amour si fort qu'il survivrait à toutes les épreuves, même à celle de la mort? La Dame Blanche du Pont Maudit nous rappelle que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment, qu'elles continuent de vivre dans les murmures du vent et les reflets de la lune sur l'eau sombre. Et c'est peut-être cela, finalement, la plus belle des magies, que cette légende continue d'opérer sur nous tous, croyants ou sceptiques, romantiques ou pragmatiques. Elle nous invite à croire qu'au-delà de la mort, au-delà du temps qui passe et des civilisations qui s'effacent, l'amour véritable demeure éternel.